au passage, de changer la cassette. Parce que ce que j'ai décidé de faire, puisque je ne vais pas m'épuiser à continuer à courir dans tout le Québec et à prendre des risques sur la route, etc., c'est que cette conférence va être montée ce week-end. Et j'espère que dans le courant de la semaine, elle sera intégralement disponible sur YouTube, sur Dailymotion et sur les autres. Enfin, on va essayer de le mettre sur le plus de serveurs possible, sur Google Vidéo, etc. Et les liens seront sur mon site internet. Donc j'espère, je ne vous promets rien, mais on va faire ce qu'on peut. J'espère que mercredi ou jeudi prochain, la conférence sera en ligne, ou en tout cas que le début de la conférence, si je ne parviens pas à tout monter d'un coup, pour que justement il y ait un maximum d'informations qui soient données. Alors c'est pour ça cette conférence-ci. La dernière conférence, je pense qu'elle a été en partie. Oui, la dernière conférence, elle a été enregistrée à Saint-Bruno, mais je n'ai pas eu le temps non plus de la monter, mais je vais donner priorité à celle-ci. Ça va, Sarah? C'est bon? Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on nous parle de pandémie, c'est comme quand je vous parle d'une allumette craquée dans cette salle et que je vous dis qu'il y a un terrible incendie qui ravage cette salle. Quand Poirier agite ces malheureux 27 personnes, et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un drame personnel de perdre un être cher, mais 27 personnes sur le plan statistique pour le Québec, alors que la grippe saisonnière fait entre 1500 et 2000 morts au Québec chaque année, on est loin du compte. Et c'est avec ces malheureux 27 personnes que le Québec s'apprête à déclarer un état d'urgence sanitaire et à déclarer la vaccination obligatoire. Je vais vous montrer que ce que je vous dis, et où tous les journalistes me disent que je déconne, enfin ils ne le disent pas comme ça, mais que je délire, qu'on n'en est pas là. Même Paul Arcand, à qui j'ai dit on est à 2 doigts de l'urgence sanitaire, il m'a dit on n'en est pas là. Il l'a répété 3 fois à la radio le matin. Je lui ai dit effectivement on n'en est pas là, mais on a tous les éléments dans la loi, et le fait qu'Obama ait déclaré l'état d'urgence sanitaire n'a rien pour me rassurer. Et Cyril, tu peux peut-être faire allusion à l'interview de Poirier que tu as entendue, où il justifiait pourquoi on ne déclare pas pour l'instant l'état d'urgence sanitaire. Samedi vers midi, Barack Obama a déclaré l'état d'urgence. Et il y a un ou une journaliste, je ne sais plus, de Radio-Canada qui a demandé à Alain Poirier si on allait suivre, puisque la question se posait. Et alors il a dit que non, que ce n'était pas nécessaire pour l'instant, parce que de toute façon, on ne dispose pas d'assez de vaccins. GlaxoSmithKline roule à 100% et on n'a pas suffisamment de doses. Moi, ce que j'ai compris, c'est que s'il les avait, tous ces vaccins, il aurait déclaré l'état d'urgence. Quand on lit entre les lignes, et on a appris avec ces énergumènes, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on doit être rassuré de ça, sachant que le 19 octobre, Bolduc a dit « Québec n'hésitera pas à déclarer l'état d'urgence et à avoir recours à la loi sur la santé du Québec, l'article 123, qui autorise le ministre à forcer toute la population à se faire vacciner. » Alors, attendez, on va continuer. Et d'ailleurs, si le ministre Bolduc a fait cette déclaration le 19 octobre dernier, c'est parce qu'il était extrêmement frustré. Souvenez-vous, le 15 octobre, on avait annoncé la deuxième vague qui s'en venait, et puis le 16 ou le 17 octobre, il y a eu le sondage léger qui a révélé que seulement 31% des Québécois accepteraient de se faire vacciner. En plus, les médecins étaient fortement opposés au principe de cette vaccination massive contre le H1N1, et là, il a pété le coche en disant, j'interdis encore aux médecins de déconseiller à leurs patients de se faire vacciner, parce que dans le sondage léger, je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres, 61% des Québécois déclaraient faire confiance à leurs médecins de famille en matière de vaccination. Et puis alors, il y avait d'autres, faites-vous confiance aux médias, faites-vous confiance aux experts, faites-vous confiance aux entreprises pharmaceutiques. Et puis seulement 8% des Québécois faisaient confiance au gouvernement. Alors, il ne faut quand même pas être très malin quand on voit dans un sondage que les Québécois ne font confiance que pour 8% des recommandations du gouvernement, de venir dire le lendemain,
j'interdis aux médecins qui reçoivent 61% de la confiance des Québécois de se prononcer contre la vaccination sous peine de sanctions administratives ou professionnelles. Il faut quand même être un deux de pique pour, vous savez, s'il veut manipuler, qu'il le fasse au moins subtilement. Moi, je veux bien lui offrir mon livre « Relations et jeux de pouvoir ». Je suis certain qu'il va trouver beaucoup d'inspiration pour voir, parce que évidemment, comme je démonte les mécanismes de manipulation, il y a moyen d'utiliser les mêmes compétences pour mieux manipuler, ça c'est clair. Hein, d'accord ? Mais il ne faut quand même pas être très intelligent d'aller sortir. Les médecins doivent fermer leur gueule, sinon ils sont virés. Les infirmières, parlons-en des infirmières, il avait le sous-ministre de Bolduc, je crois que c'est Poirier, mais ça je n'en suis pas sûr, mais c'est un des sous-ministres, parce que peut-être qu'il en a plusieurs, avait promis au syndicat des infirmières le 29 septembre dernier que les infirmiers et infirmières vaccinés seraient traités de la même façon que les infirmiers et infirmières non vaccinés. Sur le terrain, les infirmiers et infirmières qui refusent la vaccination sont mis à pied, c'est déjà actuel, sans compensation salariale. Ok ? Avant-hier à Québec, il y avait une dame qui disait ma sœur, ça fait 4 mois qu'elle a été mise à pied sans compensation salariale parce qu'elle a refusé de se faire vacciner et elle a refusé l'idée de vacciner d'autres personnes parce qu'elle estime que ce vaccin ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Ça fait 4 mois qu'elle est sans salaire. Moi, je connaissais cette information depuis début septembre. J'avais reçu un document confidentiel de quelqu'un qui travaillait dans un CLSC en disant « voilà ce qui va sortir ». Mise à pied des infirmières qui refuseront sans compensation salariale. Je le savais depuis début septembre. J'ai laissé aller les choses et j'ai vu qu'effectivement les choses se sont concrétisées. Et le lendemain, toujours le même Bolduc déclare « Québec n'hésitera pas à faire appel à l'état d'urgence sanitaire ». Tout ça dans la même semaine. Alors vous allez voir. Alors ce matin, j'ai eu une émission de radio que je vous invite tous à écouter. Vous faites une recherche sur Internet, FM 93.3, donc c'est fm933.com, je crois, ou un truc comme ça. J'étais l'invité pour la 2e fois d'un certain Sylvain Bouchard, de Québec. Monsieur Bouchard, la première fois, avait été très ouvert, parce que je lui avais appris plein de choses sur la manipulation des chiffres, etc. C'était le 15 septembre, donc si vous voulez me réécouter aussi, le 15 septembre, mais les liens sont sur mon site internet depuis tout à l'heure. Ah oui, ça me fait penser que j'ai oublié de sauver le lien, donc en fait il n'est pas sauvé sur mon site. J'ai débranché mon ordinateur, je n'ai pas fait sauver. Donc, on va donner donc l'indicatif. Alors, c'est FM933. Et donc vous cliquez sur 15 septembre, 7h30. Il y a moyen de réécouter l'émission entre 7h30 et 8h. Et la date d'aujourd'hui, 29 octobre, 7h30 aussi. Et ce cher monsieur Bouchard me dit alors, monsieur Crèvecoeur, est-ce que vous changez votre fusil d'épaule ou pas maintenant qu'il y a eu un mort en Ontario? Je dis non, pas du tout, etc. Et puis, très vite, il me pose une question. Il me dit, oui, mais, monsieur Crèvecoeur, quel serait, parce que je lui ai appris que tous les chiffres étaient manipulés, je lui ai prouvé ça, je lui ai parlé d'un reportage de CBS qui avait montré qu'il y avait une surestimation d'à peu près 50 fois les chiffres de H1N1. C'est un reportage de CBS News du 24 octobre dernier qui a fait une enquête entre avril et juillet, c'est-à-dire au moment aux États-Unis, où ils se sont rendus compte que les chiffres donnés par le CDC, le Center of Disease Control, ne concordaient pas avec les chiffres qui étaient envoyés par chaque État pour la centralisation des cas de H1N1 par rapport aux cas de grippe ordinaire et par rapport à tous les autres symptômes grippaux, ce qu'ils appellent en anglais ILI, Influenza-like illness. Et les journalistes de CBS News se sont rendus compte que lorsqu'on déclarait 100 cas de H1N1 au CDC, en réalité, il y avait 91 cas de ILI, donc de syndrome grippaux, mais non liés à un virus, qu'il y avait à peu près 6 ou 7 cas de grippe saisonnière ordinaire et seulement 1 ou 2 cas de grippe H1N1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que là où on nous a dit qu'il y a 100 cas de H1N1, il y en avait en réalité 1 ou 2 transmis par les États, mais le CDC, lui, mettait